Que serait Genève sans son jet d'eau ? Depuis plus de 130 ans, son panache jaillit dans la rade pour le plus grand bonheur des promeneurs. Plus qu'une curiosité touristique, il symbolise l'esprit de Genève, comme l'écrivait Pierre Gascard en 1984. Je me trompais en voyant dans le fameux jet d'eau de Genève, qui est le plus haut du monde, une simple attraction, un agrément de parc public. Il sanctifie l'esprit du lac et le matérialise dans ce jaillissement. Je découvre en fait la colonne unique d'un vaste temple transparent. Le monde de demain s'intéresse à ce monument liquide, si cher aux Genevois et qui représente l'histoire industrielle du canton. Sylvain Wenger, vous êtes historien, vous êtes là pour nous parler du jet d'eau. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici au bâtiment des forces motrices et pas à la rade. En fait, l'histoire du jet d'eau, elle se fait en deux temps. Il y a un premier jet d'eau qui est un peu moins connu que le jet d'eau qu'on connaît toutes et tous, qui est installé maintenant superbement au milieu de la rade. Le premier jet d'eau, il a une histoire très liée à l'histoire industrielle de Genève et notamment à l'inauguration de ce bâtiment. C'est un élément qui fait partie des festivités de l'inauguration des premières installations de ce type, 5 turbines de ce genre installées en 1886 à Genève. Alors imaginons-nous un instant en 1886, comment naît au fond ce jet d'eau ? Alors, je dirais qu'il faut s'imaginer 2 jours de grandes fêtes pour pouvoir se représenter quelque chose de tangible. 2 jours de fêtes à la fois très populaires, très officiels, avec des discours, des banquets, des défilés, de la musique, de fanfares, d'orchestres. Et une attraction particulière qui va être proposée aux Genevoises et aux Genevois et à toutes les délégations fédérales, cantonales et des pays voisins qui se sont réunis, qui est une sorte de feu d'artifice de l'époque, en l'occurrence créé avec de l'eau. C'est drôle parce que vous me parlez d'une fête. Moi, et je suis sûr beaucoup d'autres Genevois ont entendu parler de cette histoire d'évacuation de pression, de soupapes de sécurité. Ça, au fond, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Ma foi, en histoire, parfois on a des grands trous de mémoire et parfois apparemment on invente des choses et puis on a des récits qui avancent tout seuls et c'est probablement le cas de cette histoire de soupape d'évacuation dont peut-être on avait besoin dans ce genre de dispositif mais qui n'aurait probablement pas été envoyé en l'air sur un chantier, sur des ouvriers en fin de journée. Et en revanche, on a vraiment dans les sources cette notion de festivité et d'attraction qui ressort très fort avec quelques photos qui peuvent nous renseigner à ce sujet. Et c'est d'ailleurs l'historien David Ripoll, historien spécialisé dans l'architecture et l'urbanisation, qui l'a montré tout récemment. Et alors, au niveau technique, ici, quelle hauteur atteignait ce premier jet d'eau ici au bâtiment des forces motrices ? Le premier jet d'eau fait à peu près 70 mètres, c'est ce que relate le journal de Genève, le jour qui a suivi cette première grande journée d'inauguration. Un spectacle fantastique, il faut s'imaginer autour de nous sur le quai de Saint-Jean, devenu quai de Suget, sur la place des Volontaires et sur le pont de la Coulouvrenière, une foule, plusieurs milliers de personnes qui sont réunis et puis qui assistent à ce spectacle avec des applaudissements, un grand effet de surprise et puis un jeu de lumière avec des projections de lumière et des feux de Bengale. Sylvain Wenger, où était alors ce fameux jet d'eau ici au bâtiment des forces motrices ? Alors le premier jet d'eau se trouvait là à peu près à l'angle du bâtiment qui n'était pas encore élevé comme il l'est maintenant et puis faisait une 70 mètres de hauteur. Et alors ce jet d'eau, quand est-ce qu'on a décidé de le déplacer au jet d'eau que tout le monde connaît aussi bien aujourd'hui ? Alors le premier jet d'eau a suscité tellement d'engouement, ceci dit il était tout à fait éphémère, très ponctuel pour des festivités. Quelques années après, en 1891, sur proposition du conseil administratif, il est déplacé dans la rade et devient petit à petit un des symboles de Genève. Vous avez dit que l'engouement du coup a débuté ici. Comment il a pris forme pour atteindre vraiment la célébrité, la popularité qu'on lui donne aujourd'hui ? Alors ça c'est pas évident à répondre, c'est une question de représentation, d'utilisation des symboles.
À Genève, on a un drapeau avec un aigle couronné et des clés. On a le jet d'eau et puis on a une horloge fleurie depuis le milieu du XXe siècle qui fonctionnent ensemble et qui ont des publics cibles un petit peu différents. Possiblement, le jet d'eau a beaucoup profité de la Genève internationale qui en a fait son symbole après-guerre dans la deuxième partie du XXe siècle. Sylvain Wenger, vous attachez beaucoup d'importance à l'innovation, à la technique. Ce jet d'eau, c'est aussi un symbole de ce patrimoine de l'industrie genevoise. Oui, c'est vraiment ça. Le jet d'eau, autant le premier jet d'eau démontrait que les machines hydrauliques fonctionnaient, étaient là, et puis allaient acheminer l'eau dans les foyers genevois, dans les fontaines genevoises et dans les industries locales qui avaient vraiment besoin de cette puissance. Et c'est resté comme un symbole effectivement esthétique de la maîtrise technique, de la maîtrise industrielle, comme l'est du reste l'horloge fleurie d'une certaine manière. Aujourd'hui encore, ce jet d'eau, il est exploité par les services industriels. C'est donc une boucle qui est bouclée. Oui, tout à fait. Les services industriels sont l'entreprise qui gère les industries de réseau, comme l'étaient les entreprises qui ont précédé, d'abord pour l'hydraulique ici, et puis très peu après, à la fin du 19e siècle, pour l'électricité et le gaz. Et tout ça a été réuni et devenu ce qu'est maintenant les services industriels de Genève. Aujourd'hui, 5 retraités des SIG veillent quotidiennement sur le jet d'eau. Émile Hubert en est le gardien depuis 17 ans et l'émerveillement est toujours le même. C'est une fierté de le mettre en route. Chaque fois que je le mets en route, ça me fait un petit... Pour percer le secret du jet d'eau et comprendre la prouesse technique qui permet de projeter 7 tonnes d'eau dans les airs, il faut descendre sous la Buse, 3 mètres au-dessous du niveau du lac. Donc le jet d'eau est constitué de 2 groupes moteur-pompe. En rouge, ici, vous avez le moteur et ici, vous avez une pompe. Chaque moteur a une puissance de 500 kW. Et puis, l'eau est pompée directement dans le lac. Et par cette pompe-là, l'eau est dirigée sur la Buse. Grâce au fonctionnement simultané des pompes Salève et Jura, le panache de 140 mètres de haut peut s'élever dans la rade. L'eau arrive sur cette buse, elle est propulsée à une vitesse de 200 km/h à 140 mètres de hauteur. Le débit est de 500 litres à la seconde. Chaque matin, un contrôle visuel des installations est effectué par le gardien du jet d'eau pour voir si les machines, qui datent tout de même de 1951, semblent en état. Il y a une révision chaque année. Chaque année, aux alentours du mois de novembre, le jet d'eau est arrêté. Et puis, alors là, il y a une grosse révision. C'est justement pour éviter ces pannes importantes. En tant que gardien, c'est Émile qui prend la décision au quotidien d'allumer ou d'éteindre le jet d'eau, car il ne peut pas sortir par tous les temps. En hiver, il faut qu'il fasse plus 2 degrés pour qu'on le mette en route. Si c'est 0 degré, on ne peut pas le mettre. Parce que s'il y a des embruns qui partent, c'est des petits cristaux de glace, puis ça fait mal quand on les reçoit à la figure. Maintenant, la deuxième chose, c'est la bise. Si la bise souffle trop fort, si elle part direction jardin anglais, 10 km à l'heure, il faut l'arrêter. Ça arrose tout le jardin. Et puis une chose aussi, quand il y a trop de vent, il n'est pas beau, parce qu'il est tout... Alors là, c'est pas ce qu'on veut montrer aux touristes, alors hop, on arrête. On attend que ça se calme et puis on repart. Pour pouvoir être réactif en cas d'orage ou de coup de joran, les gardiens du jet d'eau passent la journée à l'observer et contrôlent régulièrement les conditions météorologiques. On a notre local là-bas, à côté de la police. On a une baie vitrée qui nous permet de voir toute la région, là. On a les appareils de mesure, on a tout. Mais on ne s'ennuie pas, hein. Ceux qui viennent me dire qu'ils s'ennuient là, je n'y crois pas. Hein. Ce panache blanc qui fait la fierté de Genève est pourtant assez gourmand en énergie. Sa consommation annuelle d'électricité équivaut à celle de 1000 ménages. EPIA et SIG travaillent aujourd'hui de concert pour trouver un système plus économe. Alors les SIG travaillent depuis longtemps sur le jet d'eau et puis ils nous ont associés à cette démarche il y a déjà quelques années. Alors nous on travaille particulièrement sur l'énergie qui est consommée et puis donc on cherche à réduire la puissance. Alors il y a 2 manières de réduire la puissance, soit vous réduisez la hauteur, soit vous réduisez le débit. Depuis plusieurs années, les ingénieurs travaillent sur la réduction du débit, un défi de taille. La grande difficulté c'est de garder son panache en ayant moins d'eau. Donc ça c'est pas très évident parce que quand on réduit l'eau, alors il devient sensible au vent, il monte moins haut, il se couche, etc. Il y a plein de phénomènes. Grâce au jet d'eau, les étudiants ne manquent pas de challenge.
Donc on a fait des tests de bachelor, on a fait des tests de master, on fait des laboratoires. Et puis pour faire ces études, on a aussi fait beaucoup de simulations. On a fait un modèle réduit qui fait des jets de 30 mètres de haut qu'on utilise au centre de la protection civile à Bernay. Et puis dans le projet qu'on développe en ce moment, l'idée c'est de développer une buse et puis en collaboration avec le CFPT, donc le Centre de formation professionnelle technique au Petit Lancy, ça serait de le produire là-bas cet automne pour qu'elle soit installée fin d'année. L'EPIA a conçu une buse optimisée qui permet de réduire le débit du jet d'eau, mais qui le rend plus sensible au vent. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont trouvé une solution astucieuse. L'idée actuellement, c'est de réaliser un système à géométrie variable. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, on se met en position optimisée, et dès que le vent se lève, on se met en position standard. On garderait la même géométrie actuelle que le jet d'eau qu'on a depuis toujours. Sur cette maquette, on découvre en avant-première ce système de double buse imaginé à l'EPIA et qui va être fabriqué au CFPT par les apprentis genevois. Dès qu'il y a du vent, on est en position standard, c'est le débit actuel, le point de fonctionnement qu'on connaît. Maintenant, on veut économiser 20 à 50% d'énergie, tout dépend si on fait marcher une ou deux pompes. On retire la partie rouge et on vient automatiser et faire mettre en avant la partie grise. Et là, nous sommes du coup en position optimisée. Le tout va se faire de manière pneumatique. Ça va être aussi les apprentis genevois qui vont travailler sur l'automate pneumatique pour venir piloter le système. L'exploitation du jet d'eau coûte actuellement environ 700 000 francs par an en électricité. Cette nouvelle buse permettrait de faire entre 20 et 50% d'économies. Mais elle va d'abord donner du travail à nos apprentis. Et l'idée, c'est de faire un premier prototype à la même échelle, une demi au CFPT, faire des tests d'étanchéité et ensuite produire la vraie buse avec les vraies dimensions, la matière, sachant que c'est en inox, ça demande un gros travail d'usinage. Et pour réussir à faire des plans de joints, des plans étanches sur ces pièces, il faudra réussir à usiner au micron. Donc gros travail aussi au CFPT, gros challenge, et ça va se passer en automne. S'ils s'en sortent avec panache, celui du jet d'eau devrait rester tout aussi beau, mais un peu moins gourmand.